Salut, bienvenue sur Notion Explore. Je m'appelle Tony, je suis certifié et ambassadeur Notion, et dans ce podcast, on va interviewer des personnes qui vont nous parler de leurs usages de Notion. Pour ce 3e épisode, j'ai interviewé Julien Naoum, cofondateur de Notion Form. Ensemble, nous sommes revenus sur son parcours, ses usages perso et pro de Notion, et il nous a raconté l'histoire derrière Notion Form. Je te souhaite une très bonne écoute. Bon, salut Julien, comment tu vas? Hello Tony, ça va très bien, merci, toi? Bah ça va. Merci du coup d'avoir accepté l'invitation pour venir dans le podcast. Du coup, c'est très sympa. Bah, ravi d'être là, trop cool d'avoir un podcast français autour de Notion et de voilà, partager au plus grand nombre ce qu'on fait. Ouais, cool. Est-ce que tu peux te présenter d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas du coup? Ouais, je m'appelle Julien, j'ai bientôt 27 ans. J'ai créé Notion Forms il y a... Notion Forms, c'est pour on est français ou pas. Il y a à peu près 2 ans maintenant. Auparavant, j'ai bossé chez Amazon en tant que dev, chez AWS. Et j'ai fait plein de petits projets, de boîtes, d'outils comme ça qui n'ont pas tous forcément marché. Mais voilà, je suis j'aime beaucoup Notion. Je m'en sers, je dois avoir plus d'une dizaine de workspace, pour mes trucs perso, mes trucs à la maison, mes boulots et tout. Donc, je suis un très très grand fan de Notion. Bien que je pense pas être forcément l'utilisateur le plus avancé. Ah, tu l'utilises autant en perso qu'en pro, quoi, du coup. Ouais, à fond. Genre, pour tous les trucs de la maison, que ce soit les trucs, les comptes EDF, les trucs, les tâches, vraiment beaucoup. Ah, c'est devenu aussi indispensable que du coup que pour moi ou que pour d'autres, du coup. Ouais, vraiment. Et aussi, le fait d'avoir tout dans le même outil, c'est que, tu vois, parfois au milieu de la journée, tu dois faire un petit changement de contexte pour régler un truc perso. Ça prend 2 secondes, tu es dans le même outil, tu ouvres ton autre page et voilà. Donc ça, c'est aussi un truc appréciable. Ah bah carrément. Du coup, par rapport à ton parcours, du coup, comment t'en es arrivé en fait à le côté à découvrir Notion ou même à aller sur la partie produit, du coup, parce que à la base, c'était plutôt tech réel, du coup, ou t'as fait plutôt du market à la base, enfin, comment... Donc, ouais, j'ai vraiment une formation de dev. Après le bac, j'ai commencé une prépa, un truc, j'étais je me rappelle même pas des noms, mais en physique, chimie, prépa, maths sup, quoi. Sauf que j'ai réalisé que c'était vraiment pas pour moi. Moi, je savais que c'était vraiment le monde du dev qui m'intéressait, tout ce qui était un peu entrepreneuriat, etc. Et donc, je me suis retrouvé dans ce truc à faire de la physique et de la chimie à un niveau quand même assez avancé. Donc, ça m'a pas plu du tout. J'ai arrêté au bout d'un semestre. Après, j'ai bossé du coup sur le reste de l'année en tant que, je ne sais pas c'était quoi le titre, pas stagiaire, mais intermittent du code dans une boîte. C'était super cool. J'ai appris plein de trucs. Et après, je suis parti en Angleterre et j'ai fait mes études du coup de dev là-bas. Ok. Et après, je suis resté 2 ans encore là-bas où j'ai bossé chez AWS. Puis je suis revenu en France quand j'ai commencé à vraiment me mettre full-time sur le projet. Intéressant, du coup, du coup c'est intéressant d'avoir été justement en Angleterre pour faire ta fondation. C'est vrai que c'est marrant, du coup, côté dev, en fait, tu vois. Ouais, bah en fait, ça s'est fait un peu par hasard. C'est que moi, j'étais pas très heureux pendant cette période de prépa où en fait, j'étais juste pas motivé. Du coup, j'étais pas trop à ma place, ça m'intéressait pas vraiment. Et au moment, mon meilleur ami, il était là-bas, lui, et il me racontait, ça me semblait me correspondre beaucoup plus. Et le système éducatif, il est très différent au sens où, tu vois, il y a des semaines où tu as entre 15 et 20 heures de cours. En fait, c'est toi qui gères tout, quoi. Et on te donne de l'information. Tu as des cours de 3 heures où tu te donnes plus d'informations que tu peux encaisser. Donc, clairement, à la fin, tu décroches, etc. Mais moi, ce que j'aimais, c'est que c'était très basé sur les projets. C'était très. Tu avais vraiment la liberté de comment tu gérais ton temps et ton apprentissage. Donc, tu pouvais faire des gros coups, bosser d'un gros coup si tu voulais, ou être plus régulier, etc. Et aussi, la vérité, c'est que ça m'a donné beaucoup de temps pour faire des projets à côté, ce qui m'a été hyper utile et c'est ce que j'ai adoré faire aussi, quoi. Ouais, ce qui fait que du coup, t'en es arrivé vraiment à prendre le profil de vraiment quelqu'un plutôt d'un deal maker, je trouve, comme on parlait tout à l'heure, du coup.
notre podcast, du coup. Ouais. Donc, Bah après, c'est pas pour tout le monde, hein. Je sais qu'il y a des gens, je pense, qui n'auraient pas du tout aimé le fait, parce que c'est vraiment le côté de la prépa. En prépa, il y a quelqu'un qui est avec toi de 8h à 22h pour t'encadrer, etc. Là, tu es tout seul et si tu fais pas, enfin, si tu fais pas de taf, ça se passe pas bien, quoi. bah, carrément. Et du coup, Donc, parce que du coup, t'as lancé pas mal de projets, du coup, en parallèle, du coup, de ta formation, du coup, pour tester, quoi. ouais, exactement. Enfin, vraiment, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait, comme j'étais à Londres, justement, j'étais amené à beaucoup prendre l'Eurostar pour rentrer voir ma famille à Paris. Donc, ça, c'était un de mes premiers projets. J'avais créé une marketplace pour acheter et revendre des billets d'Eurostar à la base, puis Oui, d'accord. des Ok. trains plus larges. Donc, ça, c'était mon premier projet c'était une expérience de fou. Au bout d'un mois, en fait, je l'avais fait avec mon ami. Au bout d'un mois, on avait reçu des lettres de légales d'Eurostar. Pour nous, c'était notre premier projet. C'était à la fois chaud, mais à la fois très excitant. On commençait à avoir pas mal de users, etc. Après, on a fait des projets, des espèces de menus digitaux pour les restaurants. On a fait une espèce d'équivalent de Chinka, ou enfin, en tout cas, une plateforme immobilière pour essayer de trouver des annonces de location, etc. Enfin, on a fait vraiment plein de trucs variés. Il y en a plein qui ont littéralement presque jamais eu de users. Mais c'était une expérience hyper enrichissante, quoi. Du coup, t'as eu pas mal d'utilisateurs, du coup, sur tes premières applis, par exemple, sur le côté le train par rapport à l'Eurostar. Euh, Au début, ça a été un petit peu lent, hein. Je pense que je ne me rappelle plus exactement, mais en un mois, on avait fait peut-être 1000 users, ce qui était en soi déjà Ok. super cool. Enfin, tu vois, Cool. quand tu es un peu dev et que pour la première fois, tu as des vrais users qui se connectent à ton truc et qui interagissent avec, Ouais. c'est un côté vraiment magique et super excitant. Donc, c'était déjà, moi, j'étais super content. Et après, ouais, ça a pas mal grandi. Aujourd'hui, ça existe encore. Moi, je suis plus dans le projet, mais c'est cool, quoi, d'avoir son premier projet qui est encore là, encore vivant. C'est sympa. Ah, c'est clair. Ah, c'est hyper intéressant. C'est vrai que, enfin, je trouve qu'on a beaucoup, en fait, quand on est un profil tech, du coup, ce côté des side projects, du coup, parce que du coup, bah, il nous faut tester, il nous faut vraiment aller développer d'autres compétences et compagnie. Et c'est vrai que, bah, on le voit très bien, en fait, dans ton profil, du coup, que tu as continué vachement autour de ça. Donc, je pense que il y a beaucoup de devs qui sont dans ce même état d'esprit, en tout cas. Ouais, c'est sûr que être dev, c'est une chance, je pense, parce que ça te permet c'est un peu comme l'artisanat un peu avant, Ouais. quoi, où tu peux fabriquer tes trucs, c'est-à-dire que tu penses à un problème, une solution, et tu peux littéralement la mettre en place. Et du coup, ça te force à t'intéresser à plein de sujets différents, que ce soit la thématique ou l'industrie dans laquelle tu vas construire ta solution, mais aussi, comme tu disais, le fait de devoir faire du marketing, d'apprendre à faire un peu de design et un peu voilà, de savoir tout faire, être un peu touche à tout. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que voilà, je suis quelqu'un de curieux et je pense que j'ai trouvé la bonne voie pour moi en tout cas. Ah ouais, c'est cool, c'est cool. Et du coup, bah, par rapport à, on verra tout à l'heure, mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi des choses autour du no-code, notamment, parce que c'est vrai que Notion est un des outils, en tout cas, qui est autour de cette thématique-là, et où bah, ce pouvoir de créer, il est aux mains maintenant de pas mal d'autres personnes, du coup, donc ça démultiplie le lancement de projet, du coup. Mais avant, du coup, par rapport à Notion, du coup, comment t'en es venu, en fait, du coup, à utiliser Notion d'un point de vue perso pro? T'as été à l'époque, tu vois, où il y avait les 1000 blocs, par exemple, du coup, comment t'as... Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que j'avais oublié ce truc. Ouais. J'étais à l'époque des mini blocs. En fait, je me rappelle pas exactement comment je suis tombé dedans. Je commençais à regarder un petit peu Twitter à l'époque, mais je tweetais pas, j'étais très très passif. J'avais vu quelques de ces outils qui étaient passés sur un site qui s'appelle Product Hunt, qui est une sorte de, alors, j'ai envie de dire un site d'annonce, je sais pas comment le décrire bien, mais qui est un site où en fait les gens fabriquent des outils, que ce soit des startups ou des trucs un peu plus amateurs, et qui les publient là pour les partager, et il y a un système de vote, etc. Donc j'avais vu pas mal de trucs comme ça qui utilisaient Notion ou qui étaient plus ou moins basés sur Notion, ou carrément même des templates Notion, il y en avait pas mal sur Product Hunt à l'époque. Et celui qui m'avait vraiment marqué, c'est quelqu'un qui s'appelle Ben Lissen, je crois que c'était lui, qui avait créé un template, je crois que c'était peut-être Freelancer OS ou je sais pas quoi, un truc un peu all-in-one qui avait super bien marché. Il avait fait un Gumroad, il avait un nombre de ventes record, etc. Et moi, je trouvais ça fou que on puisse faire ça. Et donc, je m'étais encore plus intéressé à ce moment-là à Notion et je commençais déjà à m'en servir pour mes projets. Et voilà, petit à petit, ça s'est fait. Tu découvres les features une par une, etc. Et puis, tu l'incorpores dans ton workflow, quoi. Ouais, bah, carrément. Et du coup, c'est
en regardant un peu la communauté, du coup, la créateur économie de Notion au niveau des templates et compagnie, qui t'a fait aller vers justement Notion Farm, du coup, en posant la question de qu'est-ce qui me manquait, en fait, par exemple, par rapport à l'écosystème ou autre, comment... En fait, c'était un peu au hasard. Euh, Moi, j'étais chez AWS avant et ça se passait super bien au début. Puis des changements internes, j'étais dans une équipe qui m'intéressait plus trop. Donc, grosso modo, je voulais partir. Au même moment, ma copine, elle avait eu elle a eu un job à Paris. Donc, moi, je voulais rentrer à Paris aussi. Donc, les deux ensemble, je me suis dit, bon, ouais, peut-être c'est l'occasion. Enfin, j'avais toujours continué, même quand j'étais chez AWS, de faire d'autres projets. Mais là, je me suis dit, peut-être c'est l'occasion de se donner sa chance et d'essayer de faire ça full-time. Bon, bien sûr, je faisais un peu de freelance à côté parce que j'en avais toujours fait pendant mes études voilà, pour manger. Mais l'idée, c'était d'essayer de juste prendre du temps pour faire des projets. Et donc, je me suis retrouvé à Paris. Et en fait, j'aime pas quelque chose de concret à faire. Je n'avais pas particulièrement une idée ou quoi que ce soit. J'ai essayé de faire un petit peu d'open source. Voilà, je m'amusais, quoi. Dès que j'avais une idée, un peu, j'ai essayé de la faire. C'était pas forcément avec un but de monétisation hyper rapide, absolue. C'était plus pour m'amuser et faire des trucs qui font sens. Et donc, au même moment, je commençais à partager un petit peu sur Twitter. Donc, c'était fun aussi de partager mes expériences, même si, voilà, au début, j'étais tout seul. Et donc, un jour, pendant cette période un peu de recherche, il y a Notion qui a sorti son API. Et donc, API, je sais pas à quel point c'est technique ou pas, mais grosso modo, c'est une Notion qui a permis à d'autres développeurs comme moi de créer des outils autour de leurs produits en ouvrant l'accès à leurs données, quoi. Et donc, ils ont sorti leur API. Et moi, comme je l'utilisais beaucoup, je me suis dit, j'ai envie de créer un petit truc avec. Et en fait, un peu par hasard, auparavant, j'avais connu et utilisé Airtable, qui est un produit au niveau des bases de données qui est très, très similaire à Notion, mais qui en plus a cette intégration de formulaires que propose Notion Forms. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être marrant d'essayer de reproduire un peu la même chose. Donc, je l'ai fait en 2-3 jours. J'ai partagé. Il y a quelques personnes qui ont commencé à utiliser. Enfin, vraiment, j'avais aucune ambition, prétention pour ce projet. Et puis, juste quand t'as un dev et que t'as des users, avec des feature requests, c'est drôle, ça t'amuse, donc tu continues. Et voilà, j'ai continué depuis, ça fait maintenant 2 ans. Ah bah top, bah, c'est vrai que l'évolution doit être super intéressante justement à travers le temps quand tu dis, tu vois, côté dev, du coup, à la base, tu fais un side project et puis, ou ton projet principal et que ça, petit à petit, ça prend un peu plus d'ampleur d'usage et que tu as envie d'aller plus loin et compagnie. C'est vrai que ça doit être hyper gratifiant du coup sur le côté. Ouais, c'est super cool. Et puis surtout, de voir, enfin, t'as des utilisations qui sont tellement différentes. Déjà, de Ouais. base, de Notion, de rencontrer des gens qui font des trucs tellement différents, c'est super cool. Et après, quand tu vois ton produit aussi, Ouais. c'est super excitant. Parfois, tu rencontres des gens qui sont trop contents parce que c'est ce qu'ils cherchaient, etc. Et enfin, c'est super cool, quoi, de sentir que tu as fait un truc qui est utile. Bah carrément, et justement, j'avais noté une petite question autour, c'était, je m'étais dit, c'est vrai que, exactement, qu'en fait, que Notion, il y a énormément d'usages, et moi, c'est vraiment ça qui me plaît, du coup, de voir la variété qu'il y a, parce que c'est vraiment hallucinant, en fait, et c'est pour ça aussi que c'est hyper intéressant, en tout cas, tu vois, je trouve qu'Airtable, des fois, est peut-être un peu, peut-être trop dans une certaine niche, du coup, alors que Notion, peut-être, s'applique à beaucoup plus de monde, mais en même temps, c'est un aspect, Airtable est beaucoup mieux aussi, donc tout dépend des choses, mais je le trouve un peu moins de grand public en quelque sorte que Notion, parce qu'à la base, c'est juste un outil de document, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que je m'étais dit, avec du coup Notion Farm, tu dois avoir énormément d'usages aussi autres autour, et ça doit être hyper intéressant, ouais. Ouais, vraiment, carrément. Il y a vraiment de tout. Alors, tu as des trucs un peu classiques. Donc, par exemple, c'est une startup qui s'en sert pour son formulaire de contact, ou alors ils s'en servent pour créer des formulaires en interne. Imagine, il y a une équipe design dans la boîte et eux, ils utilisent Notion, mais pas le reste de la boîte. Donc, ça permet de faire un peu un bridge entre leur équipe, leur espace et le reste de la boîte à qui ils n'ont pas forcément envie d'apprendre à payer des comptes Notion, etc. Donc, ça, c'est le côté un peu plus classique de l'utilisation, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, tu as des trucs plus aléatoires. Tu as des écoles qui s'en servent pour faire des examens, qui s'en servent pour faire genre, le suivi d'élèves. J'ai déjà vu des fermiers qui s'en servent pour je sais pas pourquoi, pour traquer le nombre de litres d'essence qu'ils crament avec leur tracteur, pour traquer ce qu'ils plantent. Enfin, vraiment, plein d'utilisations différentes qui sont originales et cool. Il y a même parfois, je sais pas forcément d'exemple en tête, mais tu as des personnes qui font des
des choses avec ton tool que j'aurais jamais pensé que c'était possible. En tout cas, j'avais jamais eu l'idée de m'en servir comme ça, pour un peu des détournements d'usage hyper smart et créatifs qui sont marrants à voir, quoi. Ah, puis du coup, qui pousse un peu les limites aussi de Ouais, Notion, et du coup, ce qui te fait aussi, toi, du coup, par rapport à Notion Form, du coup, essayer de faire en sorte que ça puisse peut-être, justement, aussi exactement. accompagner ce dépassement, quoi. Ouais, exactement. Ah, c'est intéressant, du coup, au niveau des, ouais, au niveau d'usage, du coup, il y en a pas mal, et du coup, tu es aussi pas mal au contact, du coup, des utilisateurs, du coup, que tu as, du coup, pour les accompagner, du coup, aussi. Euh, Ouais, bah, depuis le début, en fait, enfin, je pense que c'est super important quand on crée des projets comme ça de parler énormément avec ses users, d'apprendre sur leur usage et essayer de voir comment tu peux faire évoluer l'outil au mieux pour eux. Donc, depuis le début, j'ai un espèce de un live chat sur le site. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut venir me parler, m'envoyer un message. ouais. Bah, c'est Crisp, du coup, C'est Chris on pour t'a parlé. répondre. Je réponds pas toujours à la seconde, bien sûr, mais ça te permet, en fait, je pense que ça fait un peu débat sur Twitter parce que les gens disent que du coup, tu es un peu esclave du truc et que Ouais, c'est les vrai. gens, ça crée une attente. Ça veut dire que si tu as un chat, ils s'attendent à ce que à répondre à la question, à avoir une réponse à la question immédiatement. Ce qui est peut-être un peu vrai, mais je pense que le trade-off entre euh, apporter des mauvaises attentes aux gens et se rendre très disponible, moi je préfère, quitte à en décevoir quelques-uns, avoir le plus de messages et me rendre facilement, enfin, qu'on puisse me contacter facilement. Et je fais aussi pas mal de calls. N'importe qui, quand quelqu'un s'inscrit sur la plateforme, je lui envoie le lien pour booker un call avec moi. Et ça arrive, peut-être je fais 2-3 calls par semaine avec des users. Donc, ça me permet aussi de voir vraiment des usages plus concrets, quoi. Ouais, puis du coup, tu fais de la. Alors, après, du coup, c'est le terme, mais tu fais de la. En français, on va dire, tu fais de la découverte en permanence, du coup, Ouais, aussi, comme ça permet d'avoir ce cercle, du coup, de mise à jour, en fait, perpétuelle sur ton rapport au exactement. marché, par rapport à aux besoins, tout ça, quoi. Exactement, ouais. Ah ouais, c'est cool. Bah, c'est vrai que c'est hyper, enfin, hyper important, du coup, quand on fait des produits, du coup, justement, comme toi. Et t'as déjà été en rapport avec Notion, justement, par rapport au formulaire, dans le sens où c'est vrai que bah, c'est une fonctionnalité qui est pas aujourd'hui en natif. Alors, est-ce que, du coup, ça va venir ou pas? Je sais que dans la communauté ambassadeur, dans le Notion qu'on a en commun, les formulaires sont en haut de de la checklist, du coup. Mais j'ai pas vu, en tout cas, de choses, en tout cas, comme quoi ça avançait autour, d'avoir vu publiquement, en tout cas. Est-ce que, du coup, t'as un peu peur, du coup, que Notion fasse, du coup, des formulaires, ou de comment le marché, est-ce qu'il y a déjà des contacts, du coup, Ouais, ouais, je dans ce pense que, secteur? enfin, entre guillemets, un point de vue business, pour moi, c'est un vrai risque. Et je pense que ça va arriver un jour, hein. Ce serait dommage de leur part de ne pas le faire parce que c'est une fonctionnalité dont tout le monde a besoin. On voit sur Airtable, c'est super utilisé, etc. Euh, Maintenant, je pense que même si eux sortent leur formulaire, il y a la place pour un outil de formulaire qui sera peut-être plus avancé ou qui permettra de faire plus de, de, ouais, peut-être plus de choses ou des fonctionnalités un peu plus nichées. Donc, je sais pas, écoute, Ouais. on verra. En tout Bah, cas, j'essaie de faire en sorte que le produit aille dans une direction qui soit pas focus que sur les formulaires. ouais. J'essaie d'apporter de la valeur ailleurs que à travers ça. Ouais, plutôt transversal pour que, du coup, s'ils deviennent indispensables, en quelque sorte, du coup. Ouais, exactement. C'est-à-dire que tu vois, tu prends Airtable, bah, en final, il y a des produits un peu Ouais. comme le mien qui existent, un peu qui servent à faire des formulaires qui sont soit plus customisables, plus avancés, et qui permettent aussi de faire d'autres choses comme des espèces de portails clients, ce genre de choses vers lesquelles j'essaie un peu de me diriger pour assurer la suite, quoi. Mais oui, c'est un vrai risque et c'est à la fois c'est un peu frustrant, mais à la fois tu le sais depuis le jour 1, quoi. Ouais, bah ouais, complètement. C'est comme ça. Mais c'est vrai, je me demande s'ils le feront vraiment aussi, parce que c'est vrai que d'un côté, bah, tu disais comme Airtable, bah, ils ont des formulaires, mais c'est vrai que, enfin, moi, je les trouve quand même assez limités, du coup, de base. On en avait parlé, du coup, une fois, et c'est vrai que, bah, tu utilises assez facilement d'autres choses, du coup, Oui, oui. bah, du coup, quand on prend le modèle, qui ont différentes choses autour. Et c'est vrai que Notion, moi, je me demande si, parce que c'est vrai que je trouve qu'ils soutiennent beaucoup, en fait, l'économie qu'il y a autour, en fait, l'écosystème qu'il y a autour de Notion. Justement, c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt, justement, à directement te contacter, ou du coup, à contacter d'autres personnes qui font déjà des choses, plutôt que, du coup, de refaire tout, en fait, du coup, en quelque sorte. Ouais, ouais, non, mais j'ai des échanges avec eux. Ça, c'est hyper appréciable. Ils sont, bon, parfois, ils mettent un peu de temps à répondre, mais overall, ils sont très,
transparents et tu vois, enfin, il se passe des choses avec eux et c'est cool, quoi. C'est pas juste là, je vis dans une cave et je sais pas ce qui se passe Ouais. avec eux. Ils me tiennent plutôt au courant des choses et voilà, c'est appréciable. Ah ouais, c'est cool. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'apprécie aussi énormément de leur part. C'est, je pense, par rapport à. Enfin, il y a plein de choses que j'apprécie dans la philosophie en fait qu'ils mettent ou des valeurs en fait qu'ils mettent en avant ou autre, mais il y en a vraiment énormément. Mais il y a aussi justement ce côté l'expérience utilisateur et le service client du coup autour. C'est vrai que ils sont quand même très à l'écoute du coup des fonctionnalités, des petites choses. Il y a toujours des mises à jour qui se passent souvent et la communauté est vraiment très centrale pour eux. C'est vraiment le communauté, enfin l'aide community. Enfin c'est hyper intéressant je trouve à analyser en tout cas. Ah non, mais c'est fou, c'est impressionnant, je trouve. Je peux même pas penser à un seul autre produit tech qui a une communauté comme Notion. Et malgré le fait qu'elle ait grandi, c'est tout. Alors forcément, ça a changé. C'est plus comme il y a 2 ans, etc. Mais c'est juste que ça a grandi, quoi. Ouais. Et je trouve que malgré ça, ils arrivent à garder une communauté qui est cohérente, qui est quand même dans la bonne humeur, l'entraide, le partage, etc. Ce qui est pas évident quand tu t'élargis et que tu prends la Ouais. taille qu'ils ont aujourd'hui, quoi. Bah, surtout qu'en plus, ils se lancent sur des marchés au fur et à mesure, du coup, sur des langues, tu vois. Du coup, là, il y a Ouais. l'espagnol et le Portugal, du coup, sont dispo maintenant. Et c'est vrai que ça amplifie beaucoup le mouvement, du coup, en local. C'est vrai qu'on discutait un peu en off avant là, de la partie quand ils ont un peu plus explosé encore avec la sortie du français. Je crois qu'il y a eu plus, enfin, x7, x8, je crois, de nombre d'utilisateurs il y a quelques mois. Le chiffre, je l'avais eu il y a pas mal de mois en plus, du coup. Tu as dû le sentir aussi dans du coup, les inscriptions par rapport à Notion, sur des projets plutôt français, du coup. Je t'avoue que, en fait, étrangement, je regarde vraiment Ok, la courbe user à un point de vue tellement désuet ouais, ok. que je vois l'impact de ça, mais c'est intéressant. Peut-être que si je regarde, je verrai effectivement un pic. Je Ouais, ne l'ai peut-être. pas identifié parce que j'ai pas fait les corrélations, mais c'est possible que ça se soit passé effectivement. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Bah, du coup, t'as regardé, du coup, en tout cas, Ouais. c'est vrai que c'est intéressant, en tout cas, cette courbe, du coup, d'hiver, et puis qui reste un peu vraiment proche des utilisateurs. Et comment, toi, tu vois l'appropriation de Notion? C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui est toujours une question sur, je le trouve un peu moins accessible. Enfin, on le dit souvent moins accessible qu'un Airtable, par exemple, mais que c'est pas aussi pour d'autres usages ou que d'autres outils. Comment tu vois, en fait, la courbe, en fait, d'apprentissage un peu comme Notion est-ce que c'est l'image de Twitter où, tu sais, où tu fais différents tests et puis ouais, tu pars et tu reviens et compagnie souvent, il y a des gens qui disent ça un peu de Twitter. Est-ce que Notion, c'est un peu comme ça? Est-ce que la courbe d'apprentissage, toi, tu la vois comment tu la vois? Ouais. Ouais, c'est totalement comme ça. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à m'en servir. Tu découvres que tu peux écrire, mettre des images, c'est sympa. Après, bon, rapidement, tu re-switch à réutiliser. Par exemple, j'utilisais beaucoup les notes d'Apple, donc je suis Oui, revenu à une utilisation des notes parce qu'en fait, pour faire du texte, c'est simple aussi, c'est accessible facilement, tu n'as pas besoin d'Internet, etc. Puis un jour, tu redécouvres un truc, donc tu te remets dessus, tu découvres par hasard une base de données, tu comprends rien. Et encore, moi, étant dev, je pense que ça te fait gagner énormément de temps pour appréhender les bases de données. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage très incrémental. Et à part si je pense que tu es très motivé à apprendre le tool, etc., ça prend du temps. Moi, même dans la famille, on est très grands fans de Notion. Mon frère aussi, mon petit frère maintenant il s'y met, mon père s'y est mis. Ça a pris un peu de temps aussi. Je vois, ok. lui, il venait de Evernote. Ah oui, Au ouais. début, il comprenait pas trop l'intérêt, etc. Et maintenant, je vois, il s'en sert énormément. Et j'ai vraiment vu pour lui, notamment, parce que c'est pas mal moi qui lui ai montré, que son onboarding, entre guillemets, il s'est fait de manière graduelle et petit à petit, Ouais, quoi. au fur et à mesure, quoi. Ouais, Une manière vraiment en continu, quoi, de passer les barrières, en tout cas, de compréhension au fur et à mesure, du coup. ouais, Notamment, c'est peut-être la fonctionnalité qui est peut-être la plus importante de Notion, du coup, qui est les bases de données, du coup. C'est vrai que je pense qu'ils font un temps d'adaptation, du coup, au départ, comprendre un peu. Alors, c'est plus simple quand on a un profil comme nous, du coup, tech à la base. Mais c'est vrai que pour des profils non tech, du coup, qui n'ont pas forcément cette image de structuration en base de données, c'est vrai que peut-être que c'est plus difficile de voir la puissance en fait de ce que ça permet de faire et du coup de structurer. Et c'est vrai que peut-être que ça se fait vraiment petit à petit cet apprentissage au fur et à mesure quoi. ouais, carrément. Je pense que la plupart des gens, quand tu découvres les bases de données, tu te dis, bon, c'est une sorte de spreadsheet, je peux mettre mes données dedans et tout, mais
entre ce moment-là et le moment où tu réalises que tu as des relations, des run-up et qu'en fait, tu peux vraiment structurer ta donnée littéralement comme dans un projet dev. C'est-à-dire que tu vas essayer de ne pas avoir de répétition, que toutes les informations soient liées, etc. Ça demande il y a un Ouais, chemin d'éducation ouais, carrément. nécessaire, mais c'est un vrai super pouvoir, quoi. Bah ouais, carrément. Et du coup, c'est vrai que il y a pas mal de personnes qui l'utilisent aussi à plusieurs et de plus en plus. Ouais. C'est vraiment aussi, il y a justement ce questionnement aussi sur comment tu onboards en fait des nouvelles personnes dans ton équipe et autres. Je pense que dans les entreprises qui sont clientes aussi, du coup, tu dois en avoir pas mal ou qui utilisent vraiment beaucoup. Et il y a notamment la question des permissions autour. Je pense que ça va être quelque chose du coup que tu dois prendre en compte du coup dans l'outil dans Notion Form. Du coup, c'est notamment sur les bases, du coup. Ouais, ouais, donc et moi enfin, il y a deux niveaux, hein, entre guillemets, de permissioning. En fait, tu as celui de Notion, donc c'est-à-dire, en fait, la manière dont Notion Forms marche, c'est que c'est une intégration à Notion, donc qui est reconnue, entre guillemets, par Notion, et qui peut être ajoutée par des administrateurs ou des utilisateurs d'un workspace Notion. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est comme une app sur iPhone que tu viens télécharger, ou en tout cas connecter à ton workspace Notion. Et à partir de là, ça permet à l'intégration de voir et d'accéder à certaines pages. Bien sûr, tu choisis ce que tu veux, tu peux enlever l'intégration à n'importe quel moment, etc. Et après, dans l'application Notion Forms, il n'y a pas vraiment de permissioning très avancé, mais tu peux collaborer, voir les formulaires des autres de la même entité que toi, bien sûr. Euh, mais bon, c'est un truc sur lequel je pourrais m'améliorer. Mais voilà, je sais plus exactement le nom. Non, mais non, carrément, bah, du coup, c'est des choses, c'est vrai que c'est hyper important, en tout cas, c'est vrai que des permissions avec Notion, c'est un grand sujet, du coup, et il y a notamment, enfin, je sais qu'à un moment donné, du coup, sur Twitter, du coup, bah, t'as sorti un outil qui était sur le croisement, en fait, des bases de données pour les formulaires, du coup, pour avoir les relations, du coup, du coup, c'était hyper intéressant. Puis là, du coup, c'est avec Manon et c'est un natif aussi. Et c'est vrai que ça a dû demander pas mal justement, de choses. Que moi, tu vois, sur l'usage de l'API de Notion, c'est vrai que moi, je suis pas archi content de l'API. Je sais pas, toi, ce que t'en penses. Mais par exemple, tu vois, la limite des 25 relations en lookup, enfin, du coup, en recherche, du coup, par rapport à une page, par exemple, on peut avoir, si je vulgarise un peu cette notion-là, c'est quand en fait on veut récupérer une page où il y a des relations qui sont à l'intérieur. En fait, on récupère les données de la page, mais que les quelques informations sur les 25 relations. Et si on a plus, bah, du coup, on les récupère pas. Et c'est vrai que c'est une limite du coup qui est des fois un peu embêtant en termes de stats ou autre. Mais je pense que tu as dû en avoir encore plus du coup En fait, j'ai effectivement des soucis avec l'API, mais j'en ai. Par exemple, ça, c'est pas un truc qui m'affecte Ouais, particulièrement parce que tu vois, dans le cadre d'un formulaire, tu vas généralement insérer de la donnée ou on dit en français la query, quoi. C'est-à-dire, tu vas récupérer la donnée ou l'insérer. Par exemple, je récupère les relations pour les afficher dans un formulaire. Donc là, je récupère juste tous les champs, tous les records d'une base de données pour l'afficher pour que la personne puisse la choisir. Mais ensuite, au niveau de l'insertion, c'est assez simple. Tu as des trucs un peu plus compliqués comme la possibilité de filtrer notamment les relations, etc. ouais. Mais encore tout ça, à la fois, je pense que je suis habitué aux limites et du coup, je pense que du coup, l'exercice d'aller autour, maintenant, ça va. Les problèmes que j'ai, c'est plus, tu vois, il y a des problèmes de stabilité. Ouais, t'en as eu aussi J'ai écouté dans notre podcast où tu parlais des timeouts. Ça, c'est un truc qui est très. Enfin, c'est frustrant, quoi. Ouais. Je me demandais si justement tu l'avais du coup, parce que c'est vrai que toi tu l'utilises Ouais, bah, en bien plus du sûr. coup, et c'est vrai que souvent d'avoir les erreurs qui pop en mode le scénario il est tombé parce que Notion est tombé alors que l'ensemble des applis à côté ne tombent pas. Ouais. Mm. Bah, du coup, tu composes autour, tu fais C'est des ça, retravails, des machins. c'est ça. Mais voilà, c'est des trucs qui sont pas hyper. Qui sont pas top. Mais voilà, tu sens déjà de l'amélioration. Il y avait aussi beaucoup de problèmes au début sur la fonctionnalité de recherche. Donc, si tu voulais chercher une table pour l'afficher juste aux gens, pour qu'ils sachent quelle database utiliser, enfin, quelle base de données utiliser pour pouvoir créer son formulaire, bah, ça marchait pas trop. Du coup, le gars, il arrivait sur mon tool et en fait, il se disait, bah, ça marche pas, c'est nul. Mais c'est juste que Notion n'avait pas encore partagé avec moi les informations du workspace. Et ça, c'est un problème que j'ai plus ou moins aujourd'hui parce que la fonctionnalité de partage avec une intégration, elle n'est pas hyper claire tout le temps pour tout le monde. Ah, puis C'est assez bête, hein.
ça a changé en plus il y a pas mal de temps, en tout cas, enfin, il y a Ouais. quelques temps maintenant, mais ça a pas changé. Maintenant, elles sont plus, du coup, dans le menu, elles sont aussi ailleurs. Donc, enfin, il y a des Ouais. petites choses, du coup, qui ont changé. Là. Ouais, voilà, il y a des trucs, mais voilà, je partage le feedback avec eux de temps en temps, mais bon, je pense qu'ils sont à une échelle un volume de données qui rend les changements peut-être complexes et tout, donc voilà, c'est normal aussi, hein, ça fait pas des années qu'ils ont un scale comme ça. Ouais. Ah, non, c'est sûr. Bah, Je après, pense qu'il y a des trucs très cool qui vont arriver, là, on voit déjà, ils ont sorti une intégration Slack qui permet d'utiliser les webhooks, donc ça veut dire qu'en fait, ça permettrait à Notion de prévenir des applications externes quand il se passe des choses et donc de faire des automatisations encore plus poussées, quoi. Donc je pense que l'avenir est prometteur. bah, surtout qu'en fait, du coup, c'est vrai qu'ils ont annoncé qu'il y en allait avoir beaucoup plus cette année, du coup, et qu'ils allaient aussi se concentrer sur des améliorations, des petits ennuis qu'on peut avoir au niveau de l'interface ou autre. Et c'est vrai que on commence à le voir, du coup, depuis le début d'année. C'est vrai que cette intégration-là, elle, euh, elle soulève tellement de promesses, en fait, sur la suite. Comme tu disais, les webhooks, ça fait depuis combien de temps qu'on attend des webhooks d'un point de vue automatisation et là l'intégration Slack qu'ils ont refait du coup entièrement, c'est vrai qu'elle propose vraiment tous les éléments d'interface qui permettent d'aller vers les webhooks, donc du coup c'est intéressant. Ouais, ouais. Bah, j'avais parlé avec Aman qui bosse là-bas et je l'avais rencontré à un meet-up et il me disait que vraiment l'intégration Slack, c'est leur crash test des webhooks, quoi. Ouais. En fait, de par leur architecture technique et la manière dont a été conçu le tool, c'était juste pas possible de le faire. Du coup, ils ont dû un peu repartir de zéro pour le faire. Et donc, c'est ça, c'est se servir de Slack et de leur intégration pour juste tester le truc, quoi. Et apparemment, les gens en ont l'air quand même contents. J'ai l'impression du feedback. Ouais. Donc, c'est super cool, effectivement. J'espère qu'on va avoir un Slack. Puis c'est vrai qu'ils ont poussé les trucs vraiment jusqu'au bout. C'est vrai que le fait que par exemple sur une vue, tu puisses être notifié par rapport à tous les filtrages que tu as fait de vue, par rapport à un channel que tu as envie ou une personne ou privé. C'est vrai qu'ils auraient pu se contenter de la basonner en tel quel, mais ils ont vraiment été jusqu'à ce niveau de filtrage. À partir du moment où tu fais une vue liée, tu peux faire un nouveau webhook autour. Donc, c'est hyper prometteur. Alors bon, ça me fait penser ce que je dis, c'est que typiquement les views, elles sont toujours pas supportées par l'API et ça, c'est un autre truc qui est un peu embêtant dans le genre Enfin, ça me manque, quoi. Ouais, comme moi, c'est un truc, c'est mais je pense que ça va arriver petit à petit aussi, pareil. Tu vois les petites choses qui sont en train de se mettre en place, c'est l'édition en masse en mode d'un template, du coup. Où ça, c'est. Enfin, moi, je compte plus les demandes, les retours, du coup, qu'il y a à ce niveau, mais c'est vrai que souvent, on pose la question, du coup, quand est-ce que ce sera possible? Et c'est vrai que. Je pense qu'ils ont vraiment mis en place les choses au fur et à mesure maintenant. C'est vrai qu'il y a eu l'édition un peu en masse, du coup, avec la petite barre qui se rajoute quand, du coup, quand tu sélectionnes sur le côté la case à cocher. Tu peux appliquer maintenant, changer l'icône. Dernièrement, c'était ça, tu peux changer l'icône en masse. Je pense que tu vas pouvoir justement appliquer un template en masse à un moment donné aussi. Mais c'est aussi, du coup, un painful qu'il y a. Ouais, mais en tout cas, ce qui est super cool, c'est que comme tu dis, on voit tout le temps des nouvelles features arriver, des nouvelles mises à jour, etc. Et c'est pour un produit qui a une tellement large audience, c'est pas aussi souvent qu'on voit ça, quoi. Et c'est agréable, ça fait plaisir. Bon, c'est excitant, t'as un petit peu de magie à chaque fois que tu le tournes de chaîne parce qu'il y a un petit truc en plus. Et puis généralement, ils arrivent quand même bien à viser des pains et ils sont très à l'écoute, donc c'est cool. Ouais, carrément. C'est vrai qu'ils prennent beaucoup beaucoup les retours en tout cas. Et comment, si on sort un peu de nos chaînes, comment, toi, par rapport au côté tech, justement, comment tu vois Notion par rapport tu vois, au métier, enfin, sur le dev et autres, tu vois pas mal d'usages qui sont possibles, du coup, autour. Je sais qu'il y a certains usages avec Jira, avec d'autres outils, par exemple. On n'a pas le linéage, par exemple, avec Damien, l'autre jour. Mais t'en vois d'autres, du coup. Je peux s'en compris autre que le côté. Des usages côté tech, du coup, par rapport à Notion, c'est vrai que. Ouais. Alors nous, aujourd'hui, on est 3 à bosser sur Notion Force. Il y a un dev avec moi, donc tu vois, on est 2, donc c'est pas un truc très avancé comme tu pourrais l'imaginer avec Jira, etc. Mais nous, on se sert que de Notion. On a toutes nos tâches, elles sont dans Notion. Tu as cette espèce de vue qu'on vend avec les to-do à faire, en train de faire, etc. On s'en sert donc voilà pour la gestion de projet,
pour tout ce qui est contenu un peu en interne, tu vois, les différentes ressources qu'on peut avoir, que ce soit pour le support, pour le marketing, etc. On a beaucoup de formulaires aussi, du coup, de Notion Forms en interne. Par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Bah, si on a une idée de page d'aide, parce que souvent, en fait, quand tu réponds aux questions des gens, bah, tu te dis, en fait, cette question, je l'ai déjà eue, c'est intéressant voilà, ça vaudrait le coup de créer une page d'aide. Donc là, on a des petits formulaires comme ça, qui sont plein de besoins différents qu'on va pouvoir répondre. Tu sais qu'on a pin dans nos Slack channels et du coup, ça permet de garder de l'information structurée dans un endroit vraiment proche de l'action. Parce que quand toi, ou comme moi, ou une autre personne veut passer du temps à faire des pages d'aide, bah, tu as déjà une liste, enfin, tu as raison de réfléchir, tu as une liste tu peux faire les choses. Idem pour, tu vois, la remontée de bugs, les feature requests, etc. Tout ça, on fait à travers des formulaires et ça arrive dans nos bases de données Notion, on n'a plus qu'à piocher dedans et ça évite on envoie un message dans Slack et après ça disparaît et on n'a plus de traces, etc. Donc, ouais, nous, pour toute la gestion de projet, on s'en sert à fond, quoi. Ouais, ok. Non, bah cool. Bah, c'est vrai c'est vrai qu'en tout cas, enfin, je le vois en tout cas de plus en plus utilisé aussi côté tech et c'est plutôt cool d'avoir une alternative par rapport à des outils des fois qui sont peut-être trop centrés du coup sur enfin un peu trop technique du coup par exemple. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir toutes les équipes justement au sein d'un seul outil sans forcément forcer. C'est vrai que c'est aussi quelque chose de ce côté-là, c'est un peu pour moi enfin j'ai lu souvent Notion c'est un peu comme un cheval de Troie, parce que du coup, tu peux tellement embed des applications externes qui font pas mal de choses, genre des drives, enfin, genre du drive, par exemple, si tu fais des documents ou ailleurs, tu peux utiliser, bah, du coup, un drive, enfin, un embed de Jira, un embed d'autres outils, et du coup, pas justement forcer, en fait, les différents métiers à utiliser un même outil si jamais c'est pas possible. Mais c'est vrai que d'un point de vue puissance, du coup, quand ça l'est, ouais, enfin, niveau fluidité, c'est quand même vachement bien, quoi. Carrément, carrément. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont envie d'aller dans cette direction-là, quoi, d'intégrer tous les outils. Tu vois, ils avaient sorti comment ça s'appelle, les bases de données connectées ou synchronisées. Ouais, Tu vois, ça, c'est des features qui vont carrément dans cette direction-là, quoi. C'est-à-dire ouais, que, ça fait un an, ouais, du coup, que ouais, ils avaient annoncé, où il y en a quelques-unes qui se sont mis en place. On attend toujours certaines, du coup. ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et je me demandais un peu comment, enfin, comment ils allaient mettre en place d'autres, justement. Ouais. Ouais, bah ouais, je pense qu'on va avoir ça bientôt, hein, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la direction qu'ils prennent, la gestion de projet, etc. Ouais. Et pas que au sens d'EM. Donc je pense qu'il va y avoir d'autres choses Ouais. bientôt, c'est cool. Puis il y a le wiki aussi. Ouais, le Qui wiki. va finalement Ça, pas voilà, changer. j'ai pas du tout regardé, j'ai pas eu le temps, mais ça a l'air cool, ouais. Ouais, complètement. Bah, c'est toute cette partie de certifier en fait des pages qui ne bougent pas forcément ou qui bougent et que tu as un rappel du coup vraiment au sens ressources brutes. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'usages autour de Notion d'un point de vue ressources, mais sur des bases de données classiques, sur des pages classiques. Et du coup, là, le fait qu'ils en fassent vraiment un module vraiment particulier, un type de page particulier avec certification, ouais, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai que moi, je trouve intéressant. Dans l'usage parce que au niveau du site, en tout cas de Notion, et même au niveau des modèles, on le voit clairement, ils mettent énormément en avant la partie wiki, du coup comme une feature vraiment hyper importante maintenant, dès le départ. Alors que peut-être que l'usage n'est pas encore aussi répandu, du coup, parce qu'on va toujours peut-être à créer des pages plus classiques, mais c'est vrai que je sais qu'ils avaient refait leur site il y a quelques temps, là, et du coup, en tout cas, en français, c'était plus la même chose, et le wiki était vraiment central, Ouais. du coup. Bah, j'imagine aussi que c'est une feature qui est très très orientée pour les plus grandes entreprises où tu as vraiment cette problématique à la fois du partage de l'information mais de sa qualité. Nous, tu vois, quand on est trois, typiquement, nous, c'est pas un truc qu'on va s'amuser à. Ouais. Enfin, on n'a pas ressenti le besoin de creuser, mais je comprends tout à fait cette direction prise par Notion parce qu'au final, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent aussi, c'est en vendant à des entreprises et à des plus grands groupes. Donc, je pense que faire un focus sur leurs besoins à eux, ça me paraît être un truc, décision qui fait sens et c'est cool de voir qu'ils répondent aux besoins de ces personnes-là aussi, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Bah, et du coup, sur un autre sujet totalement un peu différent, mais
on reboucle avec le départ, du coup, mais sur le no-code. Quelle est, toi, ta vision autour, en tant que tech aussi, du coup? Parce que souvent, voilà, il y a différents débats tout autour, comme l'IA, qui est... Enfin, du coup, on en parlera après, mais c'est un sujet. Quelle est ta vision, toi, autour du no-code? Bah, déjà, je trouve ça trop cool. Par exemple, tu vois, on parlait de Airtable au début. Moi, je l'ai découvert, j'avais fait un stage dans une startup en France, mais à Paris, c'était peut-être il y a pas mal d'années. Et donc, c'est là que j'avais découvert Airtable. En fait, moi, je connaissais les bases de données parce que voilà, je faisais des études de dev et donc j'étais assez familier avec ça. Mais la première fois que j'ai vu donc, ces personnes avec qui j'ai bossé, qui littéralement étaient en train de m'expliquer les bases de données, bah, je trouvais ça fou de me dire qu'une personne qui n'est pas tech du tout, elle a cette knowledge-là qui, pour moi aussi, était un peu nouvelle à la fois. Donc, je trouvais ça hyper cool et hyper excitant de pouvoir bridger un peu les mondes entre dev et pas dev, etc. Je pense qu'on est en train de voir effectivement avec l'IA, comme tu as dit, des nouveaux use cases, des nouvelles utilisations qui sont folles et que vraiment là, ça va avoir un impact sur toute notre société, que ça va changer plein de choses, ce qui peut être un peu effrayant, mais qui est aussi très excitant. Moi, j'ai rien du tout contre le no-code, plutôt au contraire, si j'ai l'opportunité de me servir d'outils, tu vois, je suis pas un dev qui veut coder toutes les applications dans le serveur, tu peux gagner du temps. On dit pas que tu sais, un dev, c'est avant tout un feignant, tu vois, qui veut pas répéter des choses, donc du coup, Ouais, tu vois. exactement. Donc, chaque opportunité que j'ai de me servir de tools comme ça, je le fais. Après, bien sûr, pour ce qui est de la construction de produits, je sais qu'il y a des tools maintenant qui permettent de faire des choses très avancées comme Bubble, il y a Software, etc. Ouais. Ça, c'est des trucs que j'ai moins creusés parce que, en fait, vu que j'ai les compétences pour le faire avec du code et qu'aujourd'hui, bah, je suis assez habitué, c'est un truc qui me plaît, j'avoue que j'ai pas trop creusé. Mais si demain, c'est un truc qui te permet vraiment de gagner du temps, même peut-être pour juste tester des projets, c'est un truc que je pourrais envisager. Je n'ai pas senti aujourd'hui que c'était forcément la route à prendre si tu savais coder. Mais en tout cas, c'est un truc que je suis au moins un peu de loin, quoi. Ah bah cool, bah, c'est vrai que, enfin, il y a... C'est vrai que moi, j'ai tellement vu Enfin, j'étais du coup en indé, en agence, voilà, machin. Et à chaque fois, le nombre de personnes qui venaient avec des projets, tu vois, et comme ça, et qui... Enfin, et qui, du coup, bah, se heurtaient à la barrière tech pour la mise en place et ne comprenaient pas forcément, justement, cet univers. Où là, en fait, bah, sur des accompagnements, notre porteur de projet et compagnie, maintenant, c'est... Enfin, quand tu mets une no-code autour, ça permet pas mal de libérer parce que du coup, je trouve que l'apprentissage, en tout cas la montée en compétences, même sur la culture numérique, elle prend vachement d'ampleur du coup. Alors qu'avant, il n'y avait pas ce côté en fait d'accompagnement, en tout cas sur le côté technique, et ça permet d'aller plus vite sur l'approche lean justement côté utilisateur, quoi. Donc c'est plutôt cool. Puis le fait de passer de, je sais pas, j'ai toujours ces phrases-là, mais de 100 000, tu vois, à 1 million de 100 000 devs à 1 million de personnes qui peuvent faire des produits, c'est terrible, quoi. Bah ouais, carrément. Et je pense qu'un truc hyper positif que ça apporte, comme tu l'as dit, c'est un peu cette démocratisation de la tech, ou en tout cas de la culture tech, qui permet aux gens de faire des choses par eux-mêmes, mais aussi qui, en fait, juste fait de l'éducation et fluidifie vachement les échanges que tu as avec des personnes non tech. Parce que moi, je faisais par exemple pas mal de freelance avant, et une vraie partie du taf de freelance, c'est d'expliquer les problématiques, pourquoi, en fait, cette solution dont on décrit la personne, qui est juste un petit bouton qui prend 2 secondes, c'est pas forcément la bonne solution parce que ça va prendre des heures et que c'est compliqué. Et en fait, je sens qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de trouver des interlocuteurs qui ont un peu un sens, une certaine compréhension de ce qui se passe derrière et qui composent plus autour de ça. Et ça, c'est super appréciable et je pense que ça fait un gain d'efficacité et de temps pour tout le monde, quoi. Carrément. Bah, c'est vraiment ça, je suis vraiment convaincu aussi. Et c'est vrai que, pareil, moi je pose pas forcément no code ou code. C'est plus on est de personnes à comprendre du coup cette culture-là, du coup, plus ça va faire des choses. Pour moi, ça fait le lien aussi avec l'approche code du coup à l'école, tu vois. En fait, le code à l'école, c'est pas en soi du code, c'est aussi du no-code parce que du coup, du scratch, du coup, ça permet de faire du code, mais c'est aussi de manière visuelle, donc ça peut s'apparenter aussi à du no-code, du coup, en tout cas à du low.
Et c'est vrai qu'il y a tout un espace commun en fait autour de cet apprentissage, donc ça va vraiment dans le sens là. Ah, bien sûr, moi j'aurais adoré faire du code à l'école. J'avais pas eu trop l'option là où j'étais, mais j'aurais adoré. Et je pense que si tout le monde avait une notion, quelques notions base, ou en tout cas une compréhension, je pense que ce serait ouf, quoi. Parce que, après, dans n'importe quel métier que tu vas faire, ça te permet d'imaginer, d'être créatif par rapport à des solutions. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas les connaissances techniques, tu réalises pas que tes problèmes ont des solutions. En tout cas, tu es peut-être plus limité dans ton approche des choses. Tu vois, il y a plein de métiers où tu as des trucs qui sont hyper répétitifs que tu pourrais plus ou moins facilement automatiser. Mais si tu sais pas que c'est possible, alors tu vas pas y penser, quoi. Bah ouais, carrément. Bah, d'où l'approche éducation qui est quelque chose que j'apprécie énormément sur le no-code. C'est en fait le no-code, c'est pas. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, mais des freelances qui sont en no-code ou des boîtes qui accompagnent, enfin, qui sont dans le no-code des agences, en fait, elles peuvent pas en fait juste faire de la presta. Parce que du coup, le no-code, c'est aussi cette appropriation de la connaissance de ce que ça va permettre de faire et autres, et donc de l'usage en interne du coup de la boîte qui fait les choses. Donc ouais, cette combinaison des deux, elle est hyper importante. Ce qu'on a peut-être, ce qu'on aurait pu, et peut-être qu'il y en a qui le font largement côté con, mais ce qui n'a pas été toujours le cas, en tout cas, je trouve sur des agences ou autres, voilà, donc c'est hyper intéressant en tout cas cette approche-là. Ouais. Ouais, carrément. Voilà, la tech est de plus en plus présente, mais c'est cool. Je pense que c'est probablement pour le mieux, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, sur l'IA, justement, t'as pu tester un peu, du coup, l'IA par rapport. Alors, il y a le côté de Notion AI, il y a aussi ChatGPT aussi. Quel est, toi, ton avis tout autour? Bah, c'est hyper excitant, hein. Ça donne envie de tester 1000 trucs et peut-être ça aide pas à rester focus sur tout le monde beauté parce que du coup, tout le monde a plein d'idées, plein de choses à faire. Et à ce côté un peu, je sais pas comment dire en français, FOMO, enfin, fear of missing out, quoi. Tout le monde a envie d'essayer, de faire son petit truc. Moi, je me sers beaucoup de ChatGPT. Je sais pas pourquoi j'ai pas vraiment accroché à Notion AI parce qu'en fait, j'ai eu accès tard et qu'après, c'est devenu payant. En fait, je me disais, bah, bon, j'ai eu aucun problème à le faire depuis ChatGPT. Donc, je m'en sers énormément pour mon taf, titre perso et tout. Et à côté de ça, j'ai aussi essayé, donc un peu plus sur la partie dev, de construire avec. Typiquement, j'ai fait un truc, un petit projet qui était cool. J'ai un autre builder de formulaire qui est un projet open source que je fais. Et donc, j'ai pu m'en servir. Tu vois, tu crées un formulaire. En fait, créer un formulaire, on se rend compte que c'est quand même un truc chiant, quoi. C'est un besoin réel, mais c'est pas généralement, c'est pas le truc le plus fun à faire. Tu as toujours des problèmes de user interface qui sont pas top. Et voilà, même de chez une forme, je sais que c'est pas idéal, mais c'est difficile de toujours améliorer. Et donc là, ça me permet en fait, tu décris juste en une phrase le formulaire que tu veux et lui, il vient directement de construire la première version et ça fait gagner énormément de temps parce que déjà, de manière générale, avec l'IA, ça te permet d'éviter un peu ce syndrome de la page blanche. Donc, ça te permet voilà, tu as ton formulaire, tu as une idée à peu près de ce que tu veux faire, mais là, tu as déjà tous les champs, etc. Et surtout, bah, c'est beaucoup plus facile de modifier quelque chose parce que tu vois, les features qui sont déjà activées, tu peux juste modifier facilement plutôt que de tout créer from scratch, d'avoir à apprendre l'outil à chaque fois. Donc, je pense que oui, il y a le côté rédaction de texte, etc., qui est hyper cool, mais l'intégration dans les différents outils, comme c'est en train de se passer, tu vois, tous les Microsoft Office, tous les produits sont en train d'avoir leur propre intégration AI et tout. Et ça, c'est super puissant, ouais, c'est super cool, quoi. Ouais, complètement. Bah, c'est vrai que ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, c'est vrai que j'utilise aussi. J'essaie d'utiliser en fait un peu plus. C'est vrai que j'ai toujours eu un peu un biais. Parce que tu vois, j'ai fait une asso sur l'inclusion numérique avec différentes personnes aussi. Et c'est vrai que lié à l'inclusion, je trouve que ça va trop vite, justement. Et du coup, autant le no-code, je trouve que ça permet voilà, d'aller vers beaucoup plus d'éducation sur la culture numérique, sur d'autres choses. Autant l'IA, du coup, c'est vrai que ça, pour moi, ça fait davantage de peur, du coup. Alors que déjà, il y a 50 millions enfin, il y a pas mal de peurs déjà qui existent, qu'il faut déconstruire, du coup. Et d'ailleurs, sans le numérique, d'ailleurs, pour moi, je pense. Et c'est vrai que l'IA vient rajouter en fait, beaucoup de choses autour. Mais c'est vrai que d'un point de vue opportunité, enfin, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et il y a des usages qui sont intéressants, je trouve. Tu vois, hier, je discutais avec un collègue du coup, qui est dev, du coup, on fait du basket ensemble. Et on discutait d'IA rapidement en 2 secondes. Et du coup, il disait que il avait demandé à ChatGPT de lui optimiser des requêtes SQL, tu vois.
Et du coup, en fait, même si du coup, il avait fait une bonne partie de ce que lui proposait, ça permettait de juste d'aller un peu plus loin, en fait, dans sa réflexion. Et comme moi, j'utilise en forme de compagnon, en fait, d'écriture ou autre, où je demande un peu des idées, ou voilà, c'est vrai que ça remplace pas du tout, en fait, notre créativité, mais ça vient la densifier, je trouve, au contraire. Même si c'est une peur que, du coup, on peut avoir, en fait, par rapport à l'IA, quoi. Ouais, non, carrément, je suis 100% d'accord. Ça fait la première fois que tu vois une réponse, tu testes une question un peu piège et que tu prends une réponse que toi-même, tu n'aurais pas pu écrire, ça fait un peu peur. Ouais. Mais oui, je pense que c'est important d'apprendre à s'en servir et que ça permet enfin, c'est une nouvelle façon de travailler. C'est qu'en fait, tu es le chef d'orchestre, tu demandes des choses et c'est à toi de choisir le meilleur, ce qui est bon à prendre, ce qui est pas bon à prendre, etc. Mais c'est fou, c'est super intéressant. J'ai vu un tweet très drôle hier d'un gars. En fait, sur Google, dans le moteur de recherche, on peut filtrer par exemple, si je veux que de ce nom de domaine-là, ou de... En l'occurrence, lui, il prenait tous les sites qui étaient en .fr, et dedans, et dans sa query, en fait, il cherchait Regenerate Response, qui est le bouton qu'il y a sous la réponse de ChatGPT. C'est-à-dire, quand on n'a pas aimé sa réponse, on peut cliquer sur le bouton pour obtenir un nouveau résultat. Et en fait, c'est trop drôle parce que tu te rends compte qu'il y a plein de sites. Je crois qu'il y a même des sites, des pages du gouvernement, des pages de sites genre comme Orange, etc. et tout. Ou juste le gars qui a fait la page, il a copié-collé la réponse de ChatGPT, mais sans faire exprès, il a aussi copié le bouton régénérer de réponse. Et donc, tu peux voir tous les contenus. Ah oui, tous les contenus qui ont été faits du coup avec Régénérer de réponse. T'as le texte en français et t'as marqué régénérer de réponse au milieu de la page. Tu sais pas pourquoi. Ouais. Parce qu'en fait, les gars, ils ont fait un mauvais copier-coller, quoi. Ils ont même trouvé des papiers de recherche. Donc, il y a un truc qui est supposé être lu, poussé, etc. Et là, au milieu de l'article scientifique, t'as régénérer de réponse. Enfin, c'est pas bon, quoi. Ah, c'est intéressant, mais moi, ça avait pensé du coup à. Il y a eu dernièrement, du coup, toute une série de confs là, par rapport au SEO avec un outil de backlink, du coup. Je l'ai plus d'ailleurs en tête, du coup, mais Links Garden, du coup. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait. Alors, je sais plus son nom, justement, j'ai oublié chaque fois, mais un des monstres SEO, du coup, en France, qui a fait toute une course sur justement le côté l'IA, du coup, et quelle est la qualité, en tout cas, comment les moteurs de recherche l'autorisent ou pas, ou l'autorisent pas. Et donc, il a fait différents tests autour, et c'est intéressant, c'est que, en fait, il y a un article, du coup, de Google qui autorise, justement, l'IA pour l'indexation, parce qu'en fait, il considère que le texte qui est généré, en fait, ça va être comme, enfin, s'il est de mauvaise qualité, c'est comme si c'était un mauvais rédacteur, et donc, en fait, il considère que le prompt qu'on va faire, du coup, plus on va préciser des choses, un certain nombre de choses, en fait, ce qui va sortir, il va forcément voir trop. Ça peut être un article de bonne qualité. Donc, en fait, il n'interdit pas, justement, l'usage. Alors, bien sûr, on peut pas faire de manière brute et compagnie, tout ça, hein, ça demande énormément de choses. Mais et moi, je l'ai pas encore testé trop là-dessus. Mais je trouvais hyper intéressant, justement, que Google autorise. Pour ça me faisait penser, du coup, quand tu disais les petites c'est pas cool, parce qu'en soi, le thème de Google, c'est d'aider les gens à trouver de l'information, trouver la réponse à leurs questions. Et si la réponse a été écrite par une IA, en soi, bon, c'est pas. Moi, je pense que ça fait sens de présenter aux gens cette réponse-là si c'est la meilleure qui existe. Ouais, c'est ça, Après, c'est la meilleure c'est vrai qualité. il y a cette phobie un peu autour de dire, tu sais, il y a des gens un peu pessimistes qui disent maintenant, notre contenu, en fait, il est généré par l'IA pour l'IA, parce que derrière, elle s'en sert pour être réentraînée elle-même et qu'à la fin, Internet, ça va juste devenir un endroit où des robots existent et nous, on a plus trop notre place, quoi. Ouais. La vision un peu pessimiste. Mais après, c'est vrai que Google avait déjà commencé en fait tu vois, à ne plus vouloir indexer aussi un certain nombre de contenus qui étaient faibles, qui n'étaient pas de bonne qualité. Et donc, moi, je suis fier par exemple de personnes qui ont acheté des rédactions, qui ont acheté des achats, et en fait, une fois qu'ils ont été en ligne, en fait, Google leur a fait bah non, quoi, moi, j'en veux pas, c'est de mauvaise qualité parce qu'il y a un certain nombre de choses sur le site. Enfin, tu vois, il y a le domaine, il y a plein de links et autres. Et ouais, je trouve intéressant, ouais, du coup, c'est bon. Après, la qualité, là, dans le cours de l'année dernière, du output, elle s'est tellement améliorée parce que GPT-3, c'était pas mal et tout, c'était impressionnant. Il y avait déjà ce côté magique, mais c'est vrai qu'en termes de qualité, quand tu passes de GPT-3 ou à ChatGPT ou encore à GPT-4, la différence, elle est folle, quoi. Ah, carrément, ouais. Ah ouais, c'est cool. Bah, du coup, on s'approche de la fin. Est-ce que du coup, t'as des conseils du coup autour de Notion du coup à donner à des personnes qui débutent ou des personnes genre liées à des bases de données, OpenTech C'est une bonne question. Je pense que
c'est un outil qui vaut vraiment le coup, qui peut servir à plein d'utilisations. Donc, voilà, faut pas se décourager. Ça prend du temps et c'est pas grave. Et je pense que une bonne méthode, en tout cas pour moi, ça a été d'accepter de ne pas tout utiliser, d'utiliser ce qu'on comprend. Donc, au début, faire que des jolies pages avec une cover, du texte souligné, etc. Et au fur et à mesure de prendre son temps quoi, pour explorer l'outil. Il y a plein de ressources exceptionnelles dans toutes les langues qui existent sur l'outil. Donc, je pense que ça sert à rien d'essayer de tout faire d'un coup et prendre son temps et voilà, se renseigner sur ce qui existe. Mais vraiment, je pense que ça vaut le coup et je recommande à tout le monde de l'essayer, quoi. Bon, bah, top. Ouais, les gars, je suis totalement d'accord avec toi. L'apprentissage du temps long. Ouais. Merci en tout cas, du coup, d'avoir accepté de nouveau d'intervenir, du coup. Et puis, bonne fin de journée, du coup. Merci à toi, Tony. Bonne fin de journée, c'était très cool. C'est la fin de l'épisode, merci pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Cela le fera découvrir à d'autres personnes. Je te remercie. Je te dis à très vite sur Notion Explore.